je vais commencer par me présenter. Je ne vais pas être très poli là-dessus. Vous m'excuserez tous. Donc, pour ma part, je m'appelle Momar Diop. Je suis entrepreneur avant tout. Parce qu'en ce moment, on me présente plus comme président des start-upers. Mais avant ça, et jusqu'à présent, je suis entrepreneur et j'ai une entreprise qui s'appelle ADN. Ces derniers temps, mon temps est plus pris par Sen Startup, donc, qui est l'association des startups du Sénégal. Donc, j'ai l'honneur de présider depuis le début de cette année. Et en parallèle de ça, donc, je mène ma boîte. Donc, honoré aujourd'hui de démarrer cette table ronde pour parler de l'investissement, des levées de fonds, pour accompagner l'innovation et la croissance. Et on a l'honneur d'avoir autour de la table différentes personnes que je vais laisser rapidement se présenter avant de pouvoir leur poser à tout un chacun des questions. Celle qui est à ma droite que je connais heureusement d'une autre vie et qui est à droite, donc qui aura l'honneur de démarrer. Diva, honneur à toi. Ensuite, on ira sur Jessica, Stan, avant de faire le tour, revenir sur Tierno et Abdoulaye. Okay, merci. Bonjour Momar, bonjour à tous, bonjour à mes copanélistes. J'ai tout fait pour ne pas être la première, ratée, malheureusement, mais bon. Donc, je me présente, je suis Diba Diallo, je suis la responsable de la stratégie FinTech pour le groupe Ecobank. Je suppose que tout le monde sait ce que c'est qu'une FinTech. On les utilise tous les jours, pas sans forcément le savoir, mais tous les jours on utilise notre téléphone pour faire des transactions financières. Et les entreprises qui sont derrière ça, c'est des FinTech. Donc je suis au niveau du groupe Ecobank. Je ne sais pas si je dois présenter Ecobank, l'une des banques la plus présente en Afrique, avec une présence sur 36 pays. Nous avons près de 40 millions de clients, plus de 13 000 employés. Et donc, mon rôle au sein de la banque, c'est de définir la stratégie pour que ce soit plus facile pour les fintech, les startups en général, de travailler avec Ecobank, de collaborer et de grandir ensemble. Donc, voilà mon... Merci. Merci, Diva. Merci beaucoup. Bon, c'est un honneur d'être ici parmi vous. Moi, je suis Jessica Long, cofondateur de MAD, qui est une entreprise qui a été fondée en 2020. Moi, je suis américain, mais j'habitais ici à Dakar depuis 8 ans maintenant. MAD, c'est une entreprise qui était faite pour les boutiques de quartier, avec l'idée de créer une application mobile qui connecte directement ceux qui fabriquent les produits agroalimentaires et ceux qui les vendent dans le quartier. On a notre propre chaîne logistique et on essaie de faire augmenter le pouvoir d'achat pour les petites commerçantes et ensuite de développer de plus en plus d'outils qui pourraient servir leur business. Donc, ça répond un peu aux paroles d'avant, donc heureuse d'être parmi vous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi de partager ce panel avec ces participants. Moi, c'est Stanislas Fay. Je suis au niveau de la Sonatel principalement dans le véhicule d'investissement et de financement. C'est un fonds d'investissement qu'on a créé depuis 2021 et qui finance les startups dans la sous-région. Sonatel, on connaît, c'est un opérateur multiservice qui est présent dans 6 pays actuellement, donc 5 où on opère sous la marque Orange, au Sénégal, les 2 Guinée, Mali et Sierra Leone. Et également, on est présent au Bénin avec l'ASBIN. Donc, depuis 2011, on est présent dans l'écosystème aussi, à travers différentes initiatives. Donc, il y a eu d'abord le Poesam, ensuite Orange Fab, Linger Digital Challenge. Également, on a lancé le salon de l'innovation CISIT, qui, depuis la crise sanitaire, a été mis en stand-by. Et depuis 2021, on a eu une nouvelle approche avec le lancement de 2 structures, notamment la Startup Studio, Orange Startup Studio, aujourd'hui qui est un dispositif qui permet d'accélérer les startups et également de l'idéation jusqu'à l'accélération. Et il y a également le fonds d'investissement qu'on a lancé aujourd'hui qui finance les startups sur la tech et qui ont de fortes synergies avec Sonatel. Donc, pour ne pas être long, je pense, je vais m'en arrêter là. Et peut-être s'il y a des questions aussi, on pourra approfondir. Merci beaucoup.
Juste une petite note, MAD a été accéléré par Orange Fab, donc merci à vous. Très bien. Merci. Donc, moi, je m'appelle Tierno Sakho, je suis le CEO de Proboutique. Donc, Proboutique, c'est une startup fintech aussi, qui se positionne ou qui a pour ambition d'être le canal, on va dire, de digitalisation et de modernisation des acteurs du secteur informel. Donc, au Sénégal, on parle de plus de 2 millions de micro-entreprises informelles. Ça va du petit producteur jusqu'au Diallo boutiquier, jusqu'au barbershop. Et c'est ça, cette ambition-là que nous avons. Donc, nous avons pivoté, parce qu'au début, on était comme MAD. Et ensuite, on a fait un pivot pour nous positionner sur une approche beaucoup plus, on va dire, pure fintech. Donc, globalement, avant ça, j'ai eu un vécu, on va dire, du côté du secteur privé, donc en milieu bancaire, en milieu microfinance et aussi dans les structures d'accompagnement de l'État. Donc j'ai été avec M. Djabira au niveau du fonds GIP et ensuite j'ai été à l'ADER en charge du fonds dédié à l'innovation. Donc c'est quelque chose qui me permet de naviguer entre les deux mondes et de voir toutes les problématiques ou toutes les incompréhensions que ces deux acteurs-là peuvent avoir aussi. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant à pouvoir partager quand on a eu la chance, on va dire, d'être du côté de l'accompagnateur ou du financier et maintenant de vivre toutes les difficultés de la vie d'un entrepreneur. Merci. Merci Tierno. Bonjour, bonjour aux panélistes, bonjour au public. Je m'appelle Abdoulaye Mbaye, donc je suis le président, directeur général et fondateur de Neurotech. Neurotech est une entreprise de services numériques présente dans 6 pays d'Afrique maintenant. On est passé d'une personne à 120 personnes et on continue à croître. Présent dans les métiers de l'infrastructure, présent dans les métiers de l'énergie, dans les métiers du digital et de nouveaux métiers qui arrivent dans le cadre de notre plan stratégique Inside 2030. Je fais beaucoup d'accompagnement en ce moment, donc je suis très heureux d'être ici parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups à grandir, à partager mon expérience. C'est ce que j'aime en fait, c'est ce que j'aime le plus au monde. Et je pense que ma prochaine vie sera dédiée à cette activité. J'espère pouvoir terminer ce que je suis en train de faire pour me consacrer entièrement à ce métier qui me passionne, de partager, d'accompagner des jeunes, d'investir éventuellement dans leur business pour les accompagner. C'est ce qui me passionne. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye, ça fait une bonne transition. Et je vais demander à ce qu'on vous applaudisse. Pour être là ce matin pour partager, parce que vous allez partager vos expériences, pour voir quelles sont les opportunités et les défis sur les levées de fonds. Abdoulaye, avec Neurotech, a vécu une levée de fonds, donc pour nous partager l'avant, le pendant, l'après, avec une posture ETI qui n'est pas la posture des startups, qui sont elles accompagnées par des VC. Tierno avec les deux mondes, Coach T, le monde public, le monde privé. Je me rappelle quand il a commencé l'entrepreneuriat, ses premiers mois, il disait « mais les gars, vous ne m'avez pas dit que c'était comme ça ». Donc bienvenue, tu es en plein dedans maintenant. Djiba pour ses différentes casquettes d'avant, peut-être dont elle parlera, mais également nous dire comment gagner les concours organisés par des structures comme EcoBank, comment nos fintech peuvent mieux collaborer avec les structures comme les vôtres. Même chose pour Stan, au-delà de l'investissement, savoir comment faire pour accélérer. Les startups le disent souvent, on a besoin de plus d'ouverture, que ça aille plus vite, que ce soit plus en collaboration entre les startups et les corporates. Donc comment faire pour avoir ça, comment aussi être financé par vous. Jessica, pareillement, levé. Donc on a la chance d'avoir des entreprises qui ont toutes levé, donc qui vont pouvoir nous partager leur expérience. Pour la peine, on va commencer par Jessica, pour sauver un peu Djiba. Jessica, pour nous raconter un peu l'expérience de MAD en termes de levée de fonds. Qu'est-ce que c'est de lever des fonds? Quels sont les défis? Oui, absolument. Vous m'entendez? Ok, c'est bien. Merci pour la question. C'est vrai, nous venons d'annoncer une levée de fonds autour de 3 millions de dollars dans TechCrunch. Donc ça, c'est un grand accomplissement pour nous. Et ça brille un peu dans l'écosystème pour l'instant parce que c'est très dur à lever des fonds maintenant. Bravo, sur vos applaudissements. On a la chance d'avoir eu pas mal de startups sénégalaises, on ne se rend pas compte, mais qui ont levé dernièrement.
dans un environnement extrêmement morose partout. Moi, honnêtement, ça m'épate comment nos boîtes arrivent à lever et ça montre que la scène sénégalaise est quand même intéressante. Donc oui, Jessica, bravo. Merci beaucoup. Mais je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour parler un peu du chemin et des difficultés associées avec ça. Parce que je pense que souvent, nous voyons des histoires sur les réseaux et on dit « Waouh, mais ça marche comme ça. » Mais c'est jamais comme ça, il y a toujours des démarches à faire. Et bon, peut-être pour vous expliquer un peu, peut-être pour vous donner un peu l'histoire de notre levée de fonds. Au début de MAD, on ne travaillait pas dans la logistique, on créait qu'une plateforme tech qui aidait les entreprises à faire la collecte de données, à faire des études de marché, à suivre les activités de leurs agents sur le terrain. Donc au début, on n'avait pas vraiment besoin des fonds. On a opéré en mode bootstrapped pour 2 ans. C'était la période de Orange Fab, ce qui nous a vraiment aidé à continuer à essayer des choses, à faire des petits contrats avec différentes entreprises. Donc, je suis confiante qu'il y a des petites opportunités qui vous aident à voir ce qui marche, ce qui est intéressant, qui peut t'aider à continuer le temps que vous déterminez votre cible, votre activité, etc. Donc ça, c'était pour nous les premiers 2 ans. On n'arrivait pas à gagner grand chose, mais on a continué quand même. À un certain moment, on a fait notre pivot pour faire cette activité que j'ai décrite, d'être dans la logistique, d'essayer de faire la livraison pour les boutiques de quartier, etc. Quand on a commencé, ça marchait tout de suite, comme ça. C'était comme une clique, mais ça venait aussi du fait qu'on avait déjà travaillé avec des entreprises qui vendaient aux boutiques pour peut-être 2 ans de temps. On commençait à comprendre la distribution. On avait déjà élaboré des outils qui étaient adaptés à cet objectif. Donc, on avait déjà des idées en tête quand ça commençait et c'était bien adapté. On avait beaucoup de momentum. Donc, c'était à ce point où on s'est dit, OK, si on veut le faire, si on veut faire la logistique, il faut lever. Parce qu'on essayait d'opérer dans le garage du frère de Sidi Niang, mon cofondateur, et on dit, on a besoin des tricycles, d'un entrepôt, etc. Donc, on est sorti, c'était notre premier temps, nous tous, pour lever des fonds. On ne savait rien pour faire la levée. On demandait à tous nos amis, est-ce que tu peux nous aider? Il y avait en particulier une entreprise un fonds qui s'appelait Air Angels. Et c'était un fonds qui était conçu pour soutenir des prochains entrepreneurs qui travaillaient à Airbnb à l'époque. Et moi, je disais, waouh, mais ça, c'est un fonds fait pour moi. C'est un fonds qui est financé par mes amis. Moi, je travaille à Airbnb. C'est sûr qu'ils vont me donner de l'argent. Et je n'avais même pas préparé mon pitch pour aller là-bas. Je disais, mais ça, c'est évident. Et puis, ils m'ont écouté, ils disaient, ouais, mais franchement, on donne des fonds que aux entreprises qui ont déjà un investisseur de renom aux États-Unis. Et je disais, what? Mais ça, c'est pas un angel fund. Et ils disaient, non, mais je peux faire certaines présentations pour vous. Et moi, j'avais l'impression qu'ils essayaient de me chasser, mais je n'ai pas réalisé à ce moment que c'est comme ça que la levée de fonds se fait. Tu essaies de parler déjà avec tes amis, tes collègues, etc. Mais c'est eux qui vont faire des présentations et eux qui font d'autres présentations. Et encore, vous le faites 5, 6, 10, 12, 20 fois pour arriver à votre cible, pour enfin trouver quelqu'un qui est très, très bien adapté à vous. Mais ce n'est pas forcément à travers vos collègues proches. Donc, la première fois, on ne savait rien, mais on a réussi à lever parce que c'était 2021. Mais la prochaine levée, c'était très, très difficile. On a essayé de lever en 2022, on a échoué. On disait, c'est pas possible, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et moi, je disais, OK, on a 3 objectifs maintenant. 1, on va réussir à lever des fonds des banques locales. Parce que les banques locales comprennent la grande distribution. Et pour moi, c'était une grande leçon aussi.
les VC, ils veulent financer le fintech, le tech, etc. Mais les banques, elles veulent financer quelque chose qui arrive à sortir l'argent tous les jours. Donc, différentes sortes de financeurs ont leurs propres intérêts. Et nous, on était très bien adaptés à approcher une banque à ce moment de temps, essayer de chercher de l'argent pour nos véhicules, pour notre stock, etc. On l'a réussi. Deuxième chose, je disais, bon, on dit que cet entrepôt pourrait être rentable, il faut le prouver. Donc, on a fermé 2 entrepôts, on a tout consolidé et on a prouvé qu'on pouvait gérer une opération qui peut créer de l'argent. Et bon, le troisième chose, c'est que bon, il faut arriver à sortir quelque chose qui n'est pas la distribution, un produit qui prouve que sur la distribution, on va faire quelque chose d'innovatif. Et c'était en ce moment qu'on a sorti notre produit de prêt pour les retailers. Et bon, après toutes ces activités-là, on était dans une très belle position pour retourner vers le marché, pour essayer de trouver le financement encore. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai réussi à résoudre les problèmes que les investisseurs m'ont proposé la dernière fois qu'on a essayé de lever. Maintenant, on a le financement pour nos assets dans notre business. On a preuve que ce soit rentable et on a beaucoup développé nos ressources virtuelles. Mais en fait, la réaction des investisseurs n'a pas changé sous les faits que j'ai démontrés. Mais ça a changé par rapport à mon attitude. C'est moi qui étais confiante. Après toutes ces démarches-là, c'est moi qui est revenu vers le marché avec un nouveau esprit. Et c'était une grande leçon pour moi, que pour les investisseurs, ils ne cherchent pas vraiment des résultats concrets. Ça, c'était bizarre pour moi, parce que c'est ça la réussite du business, c'est de prouver quelque chose, d'avoir des résultats concrets. Mais pour les investisseurs, ce qui compte, c'est de te regarder dans tes yeux et de croire dans ce que vous croyez. Et c'était ça que je devais trouver avant de rentrer dans le marché. Très, très intéressant. Très intéressant. Et ça fait une très belle transition. Je faisais signe à Stan en lui disant que ce serait à lui après. Stan, est-ce que c'est ce que vous attendiez? Est-ce que c'est ce que vous avez vu? Jessica a parlé de l'état d'esprit à la fin. Donc, cet état d'esprit, mais moi j'entends également peut-être l'équipe dans laquelle on investit. Le fait de se préparer et que c'est dur, c'est pas parce qu'on a des amis que ça va se faire. C'est pas parce qu'on connaît les gens. Ça reste quand même des affaires, du business. Donc, il faut avoir un business qui est solide. Stan. Merci également Jessica pour ce partage d'expérience. En fait, ça fait partie des critères nous qu'on regarde, parce que je pense qu'il faudrait peut-être avoir une douleur qu'on règle, trouver une solution, un marché, business model et surtout l'équipe en fait, et surtout en early stage où en fait on n'a encore rien démontré. C'est quelque chose d'assez fondamental en fait. C'est la raison pour laquelle le groupe Orange aujourd'hui s'est positionné un peu sur la chaîne de valeur. Déjà parlé tout à l'heure de Orange Digital Center où en fait on forme des élèves au métier du codage également. Il y a un Fab Lab qui est là-bas. Il y a également, comme je le disais tout à l'heure, le Startup Studio qu'on a créé pour accompagner les entrepreneurs. Donc, je pense qu'il y a Jessica, on a eu à échanger peut-être avec Tierno Khalis lorsqu'il créait Pro Khalis. Ouais, désolé. Hein. C'est bon, Tierno Khalis. Après Coach T, voilà, c'est ça, effectivement. Bon, voilà, c'est ça, on continue d'échanger. Donc, on essaie d'accompagner en tout cas ces start-upers-là en dehors même de ce volet financement-là. C'est un accompagnement day-to-day pour les accompagner à grandir et à se développer. Donc, je parlais tout à l'heure d'une présence dans 5 pays, mais au-delà de ça, on est dans un groupe où on est présent dans 17 pays. Avec, je pense, Tierno, il y avait eu, je pense, une discussion avec la stratégie pour pouvoir attaquer, répliquer en tout cas ce modèle-là, parce qu'on trouvait que c'était quelque chose de très important. Voilà. Très bien. Stan, est-ce qu'on peut savoir, dans les critères d'investissement que vous avez, on a parlé d'early stage, qu'est-ce qui fait que Orange va être intéressé
pour investir dans une startup early stage? Quelle est votre thèse d'investissement? Dans quel type d'entreprise vous mettez? Effectivement. En fait, on investit dans la tech globalement. Notre thèse d'investissement, c'est la tech, mais avec de fortes synergies avec nos métiers. Quand on parle de Sonatel, ce n'est pas forcément l'opérateur qu'on voit. On est un opérateur multiservice, au-delà même de tout ce qui est connectivité, appel et tout. Donc, on est présent sur le mobile money avec Orange Money, Orange Bank aussi, sur l'énergie avec Orange Énergie. Et également, on a une plateforme de contenu, Wido, qui permet de diffuser, je pense, actuellement l'euro. Donc, il faudrait qu'on ait de fortes synergies avec ces activités-là, en plus du telco. Et il y a 2 dispositifs aujourd'hui de financement au niveau de Sonatel. Donc, non, 3, je vais dire de façon globale, parce qu'il y a le dispositif d'accélération où, à terme, après l'accélération, les startups bénéficient d'un bon de souscription d'actions de 10 millions. Et on continue de suivre l'évolution de la startup pour voir après, est-ce qu'on peut mettre un ticket derrière. Donc, on organise des business reviews pour voir l'évolution de ces startups-là, si elles ont grandi et est-ce qu'elles ont besoin d'accompagnement supplémentaire. Également, il y a une possibilité où, en fait, ces startups vont pitcher directement devant un comité pendant 20 minutes, donc 10 minutes de présentation de 10 minutes de présentation de leur solution et 10 minutes d'échange avec les membres du comité, et ces startups pourraient bénéficier jusqu'à 50 millions de financement. Il y a un autre dispositif où en fait c'est nous qui menons les instructions, présenter, traverser toute la gouvernance pour financer les startups jusqu'à 500 millions à peu près. Donc il faudrait qu'il y ait de fortes synergies en tout cas avec nous. Non, ça c'est parce que c'est là où on pourra apporter de la valeur en fait. En plus même de l'argent, quelque chose de fondamental, de très important, on pense, c'est apporter de la valeur à la startup, l'aider à grandir en fait, en mettant à la disposition de la startup nos assets et également leur permettre de se développer dans les pays où on est présent, et également dans le groupe Sonatel, le groupe Orange, pardon. Orange, très bien, très bien. Merci Stan. J'en profite parce que j'entends des choses qui résonnent avec la casquette président de Sen Startup. Donc on entend un réseau dans plusieurs pays. Je regarde Madame Diaye en même temps, pour m'assurer qu'elle nous entend. On entend un réseau de plusieurs pays. On entend de l'accompagnement sur les sujets qui sont importants pour nos startups, avoir des profils formés sur la tech, avoir de l'accompagnement sur l'entrepreneuriat, sur le fait de construire des entreprises tech. Donc ça, on vous encourage vraiment et on s'encourage à venir échanger et le co-construire, parce que la posture qu'on a actuellement chez Sen Startup, c'est de vraiment créer cet écosystème-là et le rendre un peu plus favorable pour le développement des startups, le développement de nouvelles startups. On voit des jeunes pousses qui ont été présentés, donc avoir une nouvelle génération de startups, et donc vous pourrez beaucoup nous aider. Je vais passer la main à Diba juste après, parce qu'on va voir aussi comment on peut travailler avec un corporate comme EcoBank. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Merci beaucoup. Donc, j'aimerais déjà féliciter Jessica, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est pas évident quand on est start-upper de lever des fonds à ce niveau-là. Vous avez dépassé la série A, c'est déjà un exploit, donc bravo. Mais je pense qu'il faut quand même... je vais enlever ma casquette EcoBank dans un premier temps, je vais la reprendre ensuite. Super. Je pense qu'il faut quand même faire un peu l'histoire et dire que la raison, moi personnellement, je pense que la raison pour laquelle Jessica et d'autres ont réussi à lever des fonds, c'est parce que il y a quelques années, on a mis le Sénégal sur la carte des pays qui lèvent des fonds à hauteur de centaines de millions de dollars. Et ça a été un signal extraordinaire. À partir de ce moment-là, les investisseurs ont commencé à regarder le pays avec un œil différent. On ne se rend pas compte parce que c'était pas évident. On n'est pas forcément un pays, en tout cas à l'époque, on n'était pas forcément le pays référence en termes d'innovation. Donc ça a vraiment permis d'ouvrir des portes et c'est quelque chose de très très important. L'autre élément que je retiens dans son parcours, c'est que moi personnellement, j'en ai parlé un peu, Momar, avant EcoBank, j'étais à Microsoft où j'ai passé 11 ans et je m'occupais du programme de support des startups. Et j'ai travaillé avec des gens, les créateurs de Flutterwave, par exemple, et Stack, qui sont aujourd'hui des licornes. Et à l'époque, eux aussi, ils ont ouvert la porte pour les start-upers nigérians. Mais j'ai trouvé très, très injuste
le fait qu'ils aient réussi à ouvrir des portes parce qu'ils étaient américains d'une certaine façon et parce qu'ils avaient cet accès-là plus facile à la Silicon Valley, aux investisseurs qui étaient là-bas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on pense à comment est-ce qu'on fait pour pouvoir soutenir les entrepreneurs africains qui n'ont pas forcément cette chance-là, qui ont quand même des solutions qui sont très innovantes et qui puissent accéder à des investisseurs, que ce soit ici ou ailleurs. Donc ça, c'est un point vraiment que je voulais relever parce que, mine de rien, on a réussi à être sur la carte avec les usual suspects, comme on dit, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Voilà, donc je pense que le Sénégal a de belles perspectives, on a de belles perspectives devant nous. Et Diba, je vais encore interrompre pour qu'on s'applaudisse tous, mais vraiment parce que nous, quand on a démarré, on n'a pas eu la scène qu'il y a actuellement. Et ce que tu dis est extrêmement vrai. La scène a évolué, on a eu le soutien de différents acteurs publics et privés. On tape parfois dessus sur les acteurs en disant vous ouvrez les API, vous ne les ouvrez pas, les concours sont du RNCO. Mais on a tous collectivement réussi à faire évoluer l'écosystème. On a tous réussi collectivement à mettre les projecteurs sur le Sénégal. Et dernièrement, on est allé sur GITEX. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a dit aux start-upers, on n'a rien à vous donner, on n'a rien à vous promettre. Mais ce qu'on va faire tous ensemble, c'est qu'on va aller tous ensemble dans un seul événement et on va être la communauté la plus représentée. On était plus d'une trentaine de startups, on était la communauté la plus représentée lors des GITEX. Et ça nous permet d'être pris au sérieux, ça permet aux investisseurs de venir nous voir, de discuter avec nous, ça permet aux différentes startups d'être mises en avant. Et je nous encourage pour ce genre d'événement-là, même si un samedi matin, et là franchement c'est dur de nous faire nous lever un samedi matin et venir là, mais à encourager, à être présent, à soutenir tous les événements pour que la scène soit plus attractive et que nos startups, notre écosystème soit plus attractif. Donc je nous encourage déjà d'être là et bravo à l'écosystème, à tous ceux qui ont contribué, que ce soit dans le secteur public et dans le secteur privé. Je peux me permettre d'ajouter juste un petit point. Vous parlez de ces 5 marchés et on connaît tous le Nigeria, l'Égypte, le Kenya, mais on sait tous qu'il y a de vrais problèmes dans ces écosystèmes maintenant, surtout avec la dévaluation de monnaie. Et je pense qu'avec les élections du Sénégal, la croissance continue, nous sommes dans une position de pouvoir qui ne peut pas être matchée par ces marchés bien connus maintenant. Donc je pense que c'est vraiment une position de force. Non, c'est le cas. Je pense que vraiment le Sénégal, on vient de loin. À l'époque, quand on a commencé avec les incubateurs, les activités, effectivement se lever le samedi matin, c'était pas facile, mais ça a donné des résultats. Et moi, personnellement, je peux vous dire que le nombre de fois où il y a des acteurs de l'Afrique du Sud, du Kenya ou du Nigeria qui me disent « Ah, mais c'est intéressant ce qui se passe au Sénégal », c'est une fierté quand même. Donc ça, il faut le souligner. Et donc, pour paraphraser ce que Ibrahim Nourdine disait tout à l'heure, c'est important aussi qu'on ait des champions africains, c'est très, 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 très important. Ne serait-ce que parce que justement, ça permet aux investisseurs de se dire, tiens, il se passe quelque chose là. Donc, on en a, je ne vais pas les réciter parce qu'on les connaît tous, les licornes, mais il faut qu'on en ait de plus en plus et il faut qu'ils aient une vision à long terme et une vision globale, et surtout qu'on arrête de se dire qu'on veut devenir le champion africain. On peut aller au-delà, il n'y a pas de raison, on peut vraiment aller au-delà. Donc cette vision-là, j'ai vu dans la présentation tout à l'heure de projets, certains qui l'ont, et c'est vraiment quelque chose que je voudrais encourager. Donc je reprends maintenant la casquette EcoBank. Donc je disais que moi, mon travail, c'est de faciliter les partenariats entre la banque EcoBank et les fintechs. Ça n'a l'air de rien, mais croyez-moi, je suis venue moi-même de très très loin parce que dans la banque, les gens, à l'époque quand je venais, voyaient vraiment les fintechs comme je le dis, comme des extraterrestres. Ils se disaient, mais c'est quoi ces gens qui viennent faire de la banque sans avoir de licence? On ne comprend pas. Ils ne parlent pas aux banques centrales, ils viennent avec de la technologie, ce n'est pas des banquiers. Bref, il a vraiment fallu un gros travail en interne pour pouvoir changer les mentalités. Et avant même que je ne rejoigne EcoBank, la banque avait déjà commencé avec une initiative qui s'appelle le EcoBank FinTech Challenge,
qu'on lance chaque année et qu'on a encore lancé en début juin. Donc, qui est vraiment un appel à candidature pour les fintechs sur le continent à venir présenter leurs solutions pour voir comment est-ce qu'on peut se mettre en partenariat avec Ecobank. Le prix pour le gagnant est de 50 000 $. Je n'ai pas besoin de traduire en francs CFA, je pense que tout le monde comprend ici. Donc, le gagnant a 50 000 $, mais au-delà du prix, ce que moi, personnellement, je veux vraiment mettre en avant par rapport à ce concours, c'est la visibilité qu'il donne. Parce qu'on ne veut pas que ce soit juste un autre concours. Il y en a tellement sur le continent, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ce soit une plateforme, déjà pour faire venir des acteurs de l'écosystème, pour pouvoir discuter de comment est-ce qu'on peut aller en avant, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et on invite nos propres investisseurs. En tant qu'Ecobank, on a nos investisseurs qui viennent, qui sponsorisent l'activité, donc qui viennent participer à la compétition. On a des accélérateurs, des coachs, vraiment des gens qui sont actifs dans l'écosystème africain. Et donc, on a aussi notre groupe CEO qui fait venir tous les directeurs d'Ecobank qui sont là. Donc, les investisseurs, ils sont là pour voir si, éventuellement, il y a des entreprises avec lesquelles ils veulent travailler pour mettre des fonds. Et nos exécutifs, ils sont là pour voir si, parmi les finalistes, il y en a qui ont des projets intéressants avec lesquels on veut travailler. Donc, je le disais quand je me présentais, l'une des grosses forces d'Ecobank, c'est qu'on a une présence pratiquement partout en Afrique subsaharienne. Donc, si vous êtes une fintech et que vous voulez aller au-delà de votre pays, on voudrait être le partenaire idéal parce que vous avez un interlocuteur qui vous permet justement d'aller sur tous ces pays-là plus facilement. Et ça n'a l'air de rien, mais le fait d'avoir le CEO et les exécutifs là, ça a un impact incroyable parce que moi, personnellement, ça m'a surpris, mais on m'a donné le mandat d'envoyer un mail au CEO pour dire « Ah, attention, ça n'avance pas avec tel projet à cause de tel. » Et là, je vous jure que ça avance tout de suite. Donc, avoir cette visibilité-là, c'est très, très important. Mais au-delà de ça, donc je parlais des investisseurs. Quand on a commencé le concours en 2017, à ce jour, on a 60 finalistes. Donc, on fait une sélection l'année dernière, on a eu près de 1500 candidats. À ce jour, lorsque j'ai vérifié hier, on avait déjà 1050 candidats. Donc, on fait une première sélection, ensuite une seconde sélection. Et les finalistes qui viennent pitcher, comme je l'ai dit, on les met devant des investisseurs. À date, parmi les 60 finalistes qui ont participé au concours, ils ont levé à date à peu près 90 millions de $, tous ceux qui ont participé au concours. Et rien que la semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'apprendre via un de nos investisseurs qui venait de mettre $1,5 million dans une fintech qui a participé l'année dernière, qui est d'ailleurs basée au Sénégal. Donc le but... Donc comme je le disais, le but, ce n'est pas forcément juste d'avoir le prix. Les 50 000 $, c'est juste un appel, mais le but, c'est vraiment donner de la visibilité. L'autre élément, c'est que c'est assez contradictoire. Moi, je suis surprise que Jessica ait réussi à lever des fonds avec des banques. Je travaille à une banque, mais je peux vous dire que ce n'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. On est la banque, on a l'argent. Je vais reprendre le débat parce que je sais qu'on me tape souvent dessus, les start-upers me tapent souvent dessus. On a l'argent, mais on ne donne pas de fonds. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, c'est qu'on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. On n'est pas un VC, on n'est pas business angel, on ne sait pas faire ça. On sait faire des prêts. Ça, on sait le faire. Pour le moment, on ne sait pas faire lever des fonds. C'est pour ça qu'on a fait appel à des investisseurs qui, eux, savent le faire. Et hopefully, on est en train d'avoir la discussion en interne pour voir comment est-ce qu'on peut se porter le plus les startups sur le continent. Mais donc, juste pour conclure, si je dois donner des conseils, parce que c'est ça le but, en tout cas, si vous voulez participer au concours d'Ecobank en tant que FinTech, personnellement, la première recommandation que je vous donnerai, c'est d'avoir une vision panafricaine, ou même au-delà. C'est vraiment d'avoir une vision à long terme, d'avoir la volonté d'aller au-delà de votre pays et de ne pas juste venir. Vous savez, moi, je viens déjà un background technologique et le gros problème des techniques, c'est qu'on pense que quand on a écrit beaucoup de lignes de code, on a fait un super produit. Non, il faut venir avec une solution qui règle un vrai problème et avoir une vision vraiment à long terme et à échelle. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Diba. Donc voir grand,
voire plus qu'à l'échelle du pays, même plus qu'à l'échelle du continent. Et pour nos amis techniques, on est nombreux dans la salle, j'en fais partie, même si je suis un imposteur, parce que je n'ai pas de formation technique, mais beaucoup pensent que je le suis. Mais donc avoir un vrai problème qu'on résout, donc une solution. On va passer la main à Tcherno, double casquette, avant de finir avec Abdoulaye, qui parlera également de sa casquette, accompagnateur. C'est pour ça que je choisis finalement de le mettre en dernier. On peut après l'attaquer pour qu'il puisse conseiller. Je le motive, je pense qu'il le fait déjà, et il se cache, à investir, parce qu'il est souvent de bons conseils. On discute parfois 5 minutes, 10 minutes, mais c'est des petites masterclass qu'il donne. Donc Abdoulaye pour la fin. Tcherno à toi, Tcherno Khalis, coach T. Merci. La première partie, je vais plutôt parler de mon vécu du côté de l'accompagnateur, on va dire, quand j'étais du point de vue de l'État, parce qu'on a parlé d'un sujet qui est extrêmement important, c'est le support de l'État, ou le rôle que l'État doit porter pour accélérer la croissance. C'est extrêmement important dans nos environnements. J'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, le plus grand donneur d'ordre, c'est l'État. Donc une start-up fondamentalement qui veut grandir sans la force publique, ça peut être compliqué. En tout cas, s'il va avoir des ambitions. Et quand je parle d'État, je vais parler de l'État et des corporates, parce que pour moi, ce sont les grands donneurs d'ordre. Ensuite, on parlera beaucoup plus de mon expérience. Donc, je prends le cas, par exemple, en 2018, quand j'ai intégré l'ADER en charge du fonds dédié à l'innovation. Donc, les 2 premières cohortes de start-up sur lesquelles j'ai eu à travailler pour faire des financements, principalement en dette et en BSA, aujourd'hui, quand je regarde le résultat, on peut dire qu'il y a quand même de la satisfaction. Et pourtant, on parlait de quoi? On parlait de tickets de 20, 30 millions. Maximum, c'était le 100 000 dollars. Donc, je me rappelle, tu vois, il y a eu PAPS. Aujourd'hui, quand on parle de PAPS, c'est un champion. Je me rappelle, on parle de Logido. Son premier ticket, c'était 10 millions. Parce qu'il venait de démarrer. On parle de Ion. 65 millions. Aujourd'hui, il a peut-être un des contrats avec l'État du Sénégal pour déployer la santé digitale. On parle de l'Africa Mobile. J'étais derrière lui, je me rappelle, parce qu'il avait peur de la dette, tu vois. Et donc j'ai dû négocier pour qu'il accepte la première fois un premier financement de 20 millions. Aujourd'hui, on parle de quoi? 4,5 millions. Et donc je pense que le fait qu'en ce moment-là, il y a eu cet engagement très fort de l'État à vouloir accélérer, parce que le seul grand acteur qu'il y avait durant toute une longue période, c'était la Sonatel, presque, quasiment. Et donc c'est vrai qu'à tout seul, on ne pouvait pas juste dire que la Sonatel, et pourtant c'est ce que tout le monde disait, en fait la Sonatel doit en faire encore plus, parce qu'on disait que c'était le seul acteur. Je pense que le fait qu'il y ait eu la DER, ensuite d'autres acteurs qui ont commencé à se positionner, a pu créer depuis 2017-2018 jusqu'à présent une forme de revitalisation, parce qu'il y a eu une première génération de start-up qui ont eu à faire leur parcours, qui certains sont devenus très grands, mais à un moment donné, c'était un peu compliqué. Donc je pense que l'État a un rôle extrêmement important à jouer. Comme on l'a dit, sur des ouvertures, moi je cherche à rencontrer, je ne sais pas moi, le directeur d'une agence. Typiquement, il faut qu'on m'aide. Je cherche à rencontrer le secrétaire général d'une structure, il faut qu'on m'aide en tant que start-up. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Pourtant, je viens de l'État, pourtant je viens du secteur public, et jusqu'à présent, j'ai de grosses difficultés pour rencontrer des personnes. Et pourtant, j'en ai besoin pour mon accélération. Et ce même use case-là, on va le retrouver du point de vue corporate. Le rôle des corporates, hormis l'argent, parce que je ne parle pas d'argent. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui j'engage une discussion avec Ecobank, j'engage une discussion avec le groupe Sonatel, c'est parce que fondamentalement, quand j'analyse une des approches de croissance que je peux avoir pour ma start-up en termes de scaling, je comprends que j'ai besoin d'infrastructures, ce que j'appelle moi les infrastructures. Les infrastructures, c'est l'État, ce sont les corporates. Pour accélérer, si je n'ai pas ce backing-là, je suis dubitatif. L'autre approche, c'est un peu à la Silicon Valley. Aller faire une grosse levée, 10 millions de dollars, 20 millions, 50 millions, 150 millions de dollars. Je peux assumer de perdre beaucoup d'argent et je construis mon mass market. Mais sauf que ça, en général, il faut être un serial entrepreneur. J'ai déjà eu à faire un exit, j'ai déjà réussi. Donc, on a vu le cas de la boîte qui l'a fait au Sénégal. C'est parce qu'aussi,
il faut regarder leur passé. Ils ont fait un exit et donc ils sont beaucoup plus à même demain d'aller faire une grosse levée. Si je n'ai pas ça, bah, je pars de mon environnement et je pars de ces forces, on va dire, de ces infrastructures-là que sont les corporates et l'État pour pouvoir aller chercher, la croissance. Donc moi, les conseils que je donne maintenant, un des points qui me pose de plus en plus de problèmes dans notre écosystème, malheureusement, c'est que quand on regarde toutes ces belles levées qui ont été faites depuis 1 an, malheureusement, la part des investisseurs locaux est presque inexistante, voire très faible. C'est vrai. Je pense qu'il y avait un des gros sujets que j'avais engagé avant que je démissionne de la DER, c'était le fait de créer un véhicule de fonds qui devait investir dans des fonds. Et ces fonds locaux devaient ensuite pouvoir continuer sur de la seed ou sur de la pré-série A. Malheureusement, jusqu'à date d'aujourd'hui, on n'a pas encore de fonds locaux assez forts, on va dire, qui ont des tickets de 10, 20, 30 millions, pour investir sur des tickets de 500, 1 million. Ce qui fait qu'un Thierno Sakho qui lève son dernier round de 500K, oui, j'ai eu la chance d'avoir un fonds local, mais le lead a été un fonds tunisien. Je prends le cas de Logido. Ça a été full étranger. Je prends peut-être le cas de MAD, je ne sais pas, peut-être ça a été full étranger. Peut-être le cas de PAPS. C'est bien, si quand je vois des joueurs français qui mettent dans un ticket, j'applaudis, mais en même temps, il y a quelque chose qui me dit, peut-être, on a des joueurs sénégalais, peut-être, on ne vend pas assez encore bien nos startups, et je pense que c'est là où on doit amener, en tout cas, à changer l'histoire. Et ça, moi, c'est ce qui me dérange, et pourtant, je suis une boîte qui, j'ai aucune difficulté à vouloir aller chercher de l'argent ailleurs, mais je serais tellement fier d'avoir dans ma tour de table aussi des investisseurs, que ce soit business angel ou comme des investisseurs, on va dire, corporate ou autres, qui soient sénégalais. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange et je pense qu'on a un travail nous-mêmes à faire. Je pense que le Fonds 6 a engagé dans son nouveau fonds, je les ai un peu piqués sur LinkedIn pour leur dire les 100 et quelques millions de dollars avec le OIAS que vous venez de lever. J'espère que, voilà. Mais voilà, c'est très important et le fait de mettre juste toute la responsabilité, maintenant ça a changé, mais avant c'était la Sonatel ne fait rien, donc nous, l'écosystème. Maintenant ça change parce qu'on a d'autres acteurs, il y a l'ADPM qui a beaucoup aidé à un moment donné, même nous-mêmes, ça nous a beaucoup aidé. Quand c'est un peu compliqué, il faut aller chercher des leviers de trésorerie par-ci, par-là. Mais voilà, donc je pense que moi c'était ces mots-clés-là. Et surtout, ensuite, du point de vue de l'entrepreneur, maintenant, ma vie d'entrepreneur, je comprends maintenant parfaitement parce que j'étais celui qui distribuait quelque part. Maintenant, je suis celui qui veille chercher de l'argent. Et c'est extrêmement dur. Un des éléments, entourez-vous. Les ressources humaines. C'est le plus gros souci que j'ai, et je pense que c'est le plus gros souci de tous les entrepreneurs. La qualité de nos ressources humaines. C'est aussi un des facteurs qui fait qu'on a du mal à scaler. Donc, entourez-vous des bonnes personnes pour pouvoir continuer à grandir et chercher des partenariats stratégiques pour scaler. Sans ça, ça peut être très difficile de vouloir y aller seul si vous n'avez pas de fort link avec la Silicon Valley ou avec d'autres écosystèmes d'investissement très forts. Merci. Merci Thierno. Si je peux, je pense que c'est un point très important que Thierno fait. Et peut-être juste pour partager, juste pour contextualiser un peu mon background, notre levée de fonds, etc. Moi, je suis très Silicon Valley. Je faisais mes études à Stanford, je travaillais à Silicon Valley pour 5-6 ans, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et donc, moi, je pensais que cette background Silicon Valley allait m'aider beaucoup dans la levée de fonds. Et je pense que franchement dire, ce n'est pas les fondateurs de Silicon Valley qui nous a aidés. C'est sûr que je ne veux pas sous-estimer la crédibilité qui vient de ces noms de boîtes-là. Juste le fait de mentionner Stanford ou Airbnb ou San Francisco, ça fait briller les yeux. Et je pense qu'il faut créer ça ici aussi. Il faut créer un écosystème de renom où on commence à avoir cette même réaction avec la DER, avec PAPS, avec Logido. Tu dis, wow, ok, tu travailles à... Bon, il faut commencer à créer ça aussi. Mais bon, je trouve que le problème que tu évoques, c'est très, très important. Parce que pour nous, le premier levée de fonds, notre lead investor, il était nigérien. Le deuxième, c'était...
elle venait de Kenya, donc ils sont panafricains, mais ils viennent de ces grands marchés-là, et ils sont très hésitantes à investir dans cet écosystème. Et ils disent, bon, ça va être mon premier investissement ici, je ne suis pas sûre, etc. C'est très, très difficile, même laissant les États-Unis. Parce que pour les États-Unis, souvent, c'est la première fois qu'ils entendent dire d'une start-up africaine. Et donc, pour eux, ils disent, bon, montre-moi un investisseur sénégalais, et puis on peut en parler. Et c'est très difficile de dire qu'il n'y a pas, bon, à part Partech, qui est une belle boîte, et nous tous on bénéficie de leur présence dans cet écosystème et marché, il n'y a presque pas de VC sénégalais. Et donc, le fait que je dis, bon, je n'ai pas d'exemple à vous montrer, ils disent, bon, je ne suis pas prêt à investir moi aussi. Donc, bon, il faut que nous construisons ici des premiers intervenants qui puissent nous amener dans le futur, parce que sinon, les externes ne nous croyons pas. Très bien. Ça me permet de peut-être lancer la balle à Stan. Peut-être que Orange, Sonatel peuvent être plus loud, qu'on vous entende plus, qu'on entende plus parler de vos investissements pour que la scène continue à être attractive. Stan. Ouais, merci beaucoup. En fait, comme je l'ai dit, on est un jeune fonds depuis 2021. Donc déjà, on a eu à participer à plusieurs levées de fonds. Malheureusement, on ne communique pas assez, ou bien quand les gens entendent un investissement de Orange, ils pensent directement à Orange Venture. Donc cette notoriété-là, je pense, nous joue des tours. Mais dans l'écosystème, on est présent. On essaie de financer non seulement à travers les dispositifs que j'ai cités tout à l'heure, mais également avec ce fonds-là. Et on a eu à financer, je pense, quelque chose comme 5 startups au Sénégal, exclusivement au Sénégal. Et cette année, on envisage de financer à peu près quelque chose comme 1 million de dollars, 750 millions de francs CFA. Et on est dans le processus effectivement de closing de ces startups-là. Ce sera la première fois parce que presque on va doubler le budget qu'on a, en fait, sur les investissements qu'on a fait depuis lors. Et on espère d'ici les années à venir, en tout cas, être encore un peu plus présent dans l'écosystème et financer plusieurs boîtes, en fait. Très bien. En tout cas, bravo pour ce million-là. On en a besoin. On espère qu'ils vont se transformer en 100 millions pour vous à la fin, à la sortie. Abdoulaye, Thierno disait qu'on a besoin de plus de fonds, de plus d'investisseurs locaux. Je te considère comme un des mentors de l'écosystème, une des personnes qui peuvent, au-delà de l'accompagnement, également mettre de petits tickets. Il y en a parmi nous qui mettent des petits tickets, qui se veulent discrets, mais on a besoin d'en avoir plus. Suite à nos discussions, Thierno, on a fait un tour sur la France. La diaspora, elle est également prête parce que c'est quand même important que nous-mêmes, on croit en nos entreprises, en nos startups et qu'on investisse. Donc Abdoulaye, peut-être nous parler de l'avant, le pendant et l'après de la levée de fonds tel que tu as vécu chez Neurotech. Mais on veut également entendre le coach, le mentor, l'investisseur et le futur grand investisseur dans nos PME startups. À toi. Merci. Déjà, je suis content de passer en dernier parce que je me suis retrouvé dans tous les messages qui ont été transmis, que ce soit par Sonatel, Jessica, Djiba, toi-même, et puis Thierno. Donc vous avez matché le terrain, c'est très bien. Donc, parce que je me disais, mais j'ai tellement de choses à dire que un panel, ça ne suffit pas en fait. Et je refuse d'aller dans des panels parce que je suis souvent très invité, mais je dis toujours souvent non. Parce que je n'ai jamais le temps d'expliquer de façon pédagogique. Ça, c'est une déformation très personnelle, très professionnelle, où j'ai besoin, à la fin de mon intervention, qu'il y ait un vrai impact, que les gens partent avec quelque chose. Mais j'ai tellement envie que le sac soit plein, que j'y vais avec pédagogie, j'ai envie que les gens comprennent comment ça se passe. On me pose toujours la question à savoir, mais je veux lever des fonds. La première question que je pose à la personne, c'est pourquoi? On a rarement de réponse. Et ça, c'est extrêmement important.
les gens ne sont pas capables toujours de vous dire pourquoi ils ont besoin d'argent. Et quand ils vous expliquent pourquoi ils en ont besoin, s'ils y arrivent, en fait, ils n'ont pas besoin d'un fonds d'investissement. Ils ont besoin d'une subvention. La DPME a très bien joué son rôle et continue à jouer son rôle. Le bureau de mise à niveau, la GIZ, la DER, il y a tellement de structures qui sont capables de vous accompagner dans ces premiers pas en vous donnant de l'argent gratuitement. Et vous allez laisser cet argent gratuitement pour aller dans une banque ou dans un fonds d'investissement. Ça n'a aucun sens. C'est un bon entraînement parce qu'on va vous demander des états financiers, on va vous demander un certain nombre de choses. Quelqu'un va vous recevoir, va vous poser au moins une dizaine de questions auxquelles vous êtes obligé de répondre. Ne serait-ce que ça, ça vous prépare. Ensuite, vous avez la banque. On parle toujours que, effectivement, le banquier, son rôle n'est pas d'investir dans votre business, mais si derrière vous avez des états financiers certifiés, vous avez un business, vous savez parler le langage de la banque, parce que son objectif, c'est de faire des prêts, mais dans chaque, je vais y revenir tout à l'heure sur la banque, mais chaque fois que vous avez un acteur en face de vous, il a un objectif très clair. Le fonds d'investissement a un objectif très clair. Jessica, vous avez raté votre première levée parce que vous n'aviez pas identifié l'objectif des personnes que vous aviez en face de vous. Et à chaque fois, vous avez un objectif extrêmement clair de la personne ou de la structure qui est en face de vous, que si vous matchez toutes les cases, vous gagnez le jackpot et vous partez. La banque, c'est exactement pareil. Si vous êtes capable de montrer un compte d'exploitation clair, vous avez du pipe, vous avez des bons de commande, vous arrivez à la banque, vous dites je veux un crédit de temps, ils vous donnent, c'est leur job, ils ne cherchent que ça. C'est ça qui leur permet de gagner de l'argent, c'est de faire des prêts. Maintenant, quel type de prêt? Le crédit bourse marche très bien, 6%. Vous n'aurez jamais ça dans un fonds d'investissement. 6%, 5 ans. On ne fait pas attention, mais les crédits bourse sont très intéressants, c'est 6%, 6,5%, 5 ans, facilement, entre 3 et 5 ans, et ça vous permet de financer votre exploitation. Vous voulez acheter des voitures, ils prennent le gage, donc ça se garantit tout seul. Vous voulez acheter du mobilier ou des équipements, ça se garantit tout seul, donc ils prennent une grosse assurance derrière. Et toute une chaîne est capable de garantir ce que vous êtes en train de faire, parce que la banque a besoin de garanties, quelquefois réelles, pour pouvoir vous prêter de l'argent. Mais ça se fait tout seul. Et donc, vous n'avez pas besoin tout de suite d'aller vers un fonds d'investissement. Et ça, c'est extrêmement important. Et ce que je dis aux gens, regardez les subventions, il y en a beaucoup, allez-y. Regardez dans un premier temps la banque, ça va vous obliger à faire un budget, à faire un compte d'exploitation, et ainsi de suite. La deuxième chose que je dis aux entrepreneurs, arrêtez de vous montrer. Vous voulez vendre quelque chose et vous voulez passer votre temps à pitcher et à aller dire à tout le monde, je veux, je veux, je veux. Mais on ne veut que ce qui est rare en fait. Ce qui est accessible à tout le monde, personne n'en veut. Donc soyez rare, soyez discret, bossez, travaillez votre business, faites partie des meilleurs dans ce que vous faites et vous verrez les gens taper à votre porte. Et là, ils sont déjà en concurrence. Les fonds qui ne sont pas en concurrence, qui sont trucs, ils vont vous dicter leur loi, ils vont dire je veux ça, je veux ça. Vous allez souffrir dans les term sheets et vous allez souffrir dans le pacte d'actionnaires. Ça, vous allez vraiment souffrir et vous allez être capable de... Vous n'allez pas pouvoir parce que vous n'êtes pas préparé. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, vous n'avez pas toujours besoin d'un fonds. Vous avez besoin d'autres choses. C'est extrêmement important. Quand vous êtes prêt à discuter avec un fonds d'investissement, déjà rien que les premières discussions vous permettront de savoir que vous êtes prêt ou si vous n'êtes pas prêt. Ils vous le diront tout de suite. La deuxième chose le deuxième conseil que je donne aux start-upers, aux entrepreneurs, c'est qu'en fait, un entrepreneur, c'est votre réputation. C'est votre posture et votre réputation. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous passez votre temps à faire des choses bizarres, et ainsi de suite, dans votre vie quotidienne, moralement même, et tout, votre réputation s'en trouve un peu fortement difficile, mais personne ne viendra investir chez vous. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'ils ont besoin de s'accompagner de personnes d'expérience qui peuvent eux aussi montrer, pour pouvoir dire, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Et ça, c'est extrêmement important. La culture financière. Vous parlez avec des gens, je ne sais pas si vous avez entendu Tcherno, il dit VC, Venture, IC, c'est un autre monde pour lequel vous n'êtes pas préparé du tout, un langage complètement codé, codifié, où quand Marguerite parle, Marguerite est de IEP,
Elle parle ni anglais ni français. Elle parle finance. Elle parle finance. Parce que tous les mots, ça n'a que des abréviations. Et si vous n'êtes pas du milieu, vous ne comprenez absolument rien. Et si vous n'êtes pas humble, vous ne posez pas de questions. Vous pensez avoir compris. Vous sortez d'une salle en pensant avoir compris ce que je vous ai dit. Tous les mots ont été coupés en 4. Et vous sortez, vous pensez que vous avez compris. Vous n'avez rien compris. Et donc, ce que je dis aux entrepreneurs, développez votre culture financière. Apprenez. Et moi, j'ai la chance d'être ingénieur de formation. Je ne me suis jamais intéressé aux finances, mais quand je me suis intéressé aux finances, c'est très passionnant. Parce que vous êtes capable, à partir de maintenant, et ça, c'est les entrepreneurs, ils savent le faire mieux que tout le monde, de savoir exactement ce que signifie votre EBE. Votre excédent brut d'exploitation ne signifie pas seulement un agrégat qui est après la marge brute, après la valeur ajoutée, mais ça a une valeur pour vous parce que vous vivez ça quelque part. C'est que le financier ou le banquier n'arrivera jamais à comprendre. Il le verra comme un agrégat, comme un chiffre, avec un multiple qu'il va mettre pour dire voilà la valeur de l'entreprise. Terminé. Mais vous savez ce que dit votre EBE. Et ça vous permet, avec votre directeur financier, quand il vous dira des choses, moi je le fais très souvent, je dis tes chiffres là, ils ne sont pas bons. Il me dit mais comment tu sais, la comptabilité, je dis il y a un problème. Ces chiffres ne sont pas bons. Il creuse. Quand il creuse, il me dit tu avais raison. Parce que vous avez créé votre business, vous comprenez votre business, quand vous êtes capable d'aligner les chiffres, même si on vous le donne dans votre tête, et que vous dites, ma valeur ajoutée elle est bizarre, mon résultat est bizarre, mon compte d'exploitation il est bizarre, vous êtes capable tout de suite de faire. Et ça, c'est extrêmement important de le faire quand vous êtes devant des VC, devant des fonds d'investissement. Moi, je suis un fervent supporter du private equity. J'adore le private equity parce que je sais que ça permet de développer. On n'en a pas assez dans nos pays, c'est vrai, il en faut beaucoup plus, mais les tickets sont faibles. J'entends les gens, 3 millions de dollars, 2 millions de dollars, tout le monde est content. Mais en fait, c'est tout petit. C'est très, très, très petit. On a 1 million de dollars à distribuer, mais c'est tout petit. On va faire quoi avec 1 million de dollars? Mais pas grand-chose en réalité. Il faut beaucoup plus. Et moi, je pense qu'il faut qu'on commence à arriver des 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, pour créer de vrais build-up. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça dont les pays africains, c'est ça dont nos entrepreneurs, en fait, s'ils sont prêts, bien sûr, à absorber ça, ont besoin. Alors, effectivement, tout le monde n'est pas capable d'absorber 100 millions de dollars. Parce qu'il faut faire très attention à identifier le vrai besoin, parce que vous allez être fortement dilué en même temps si votre besoin est énorme. Donc, cette culture financière, vous devez la développer. Vous devez comprendre. Avant toujours d'aller vers des fonds d'investissement, rencontrez des gens qui l'ont déjà fait. Personne ne peut vous dire comment ça se passe, comment c'est douloureux, comment c'est gratifiant que quelqu'un qui a déjà vécu ça, qui a fait rentrer un fonds et qui l'a sorti. S'il n'a pas vécu dans sa vie ces 2 étapes, tout ce qu'il vous dit, en réalité, il n'en sait rien du tout. C'est dans des bouquins, il a entendu dans des pitchs, mais il n'a pas vécu la chose. C'est très, très, très particulier. Donc, allez rencontrer 2, 3, 4 personnes et demandez-leur comment ça se passe. Quand je vois quelqu'un qui m'amène un pack d'actionnaires de 2 pages, je dis, mais il y a un problème. Moi, mon premier pack d'actionnaires, il faisait 45 pages. Pourquoi? Parce que j'ai pris un conseil, un cabinet conseil qui m'a accompagné pour avoir mon premier pack d'actionnaires. C'est que les levées de fonds qu'on fait aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait il y a 7 ans. Mais sans peut-être tambour trompette, sans beaucoup de para, parce qu'en ce moment, les réseaux sociaux n'existaient pas, tout le monde, n'existait, mais tout le monde ne ferait. Mais ce que j'ai fait il y a 7 ans, on est dans une phase de beaucoup plus importante, vraiment 20 fois plus importante que ce qu'on a fait il y a 7 ans. Et c'est ça qui est le plus. Mais ça, il faut être prêt. Il faut être capable d'exécuter. Les gens ont des stratégies. Ils savent faire beaucoup de choses, ils ont des idées, mais ils ne savent pas exécuter. Soit parce qu'ils n'ont pas les hommes, parce qu'ils n'ont pas le personnel nécessaire. Quelquefois, vous avez fondé une entreprise, mais vous ne devez pas la diriger. Mais cette humilité-là, très peu de chefs d'entreprise l'ont. Deuxièmement, la dilution. Certains vous disent, oui, mais je perds mon entreprise. Elon Musk est actionnaire de 16 ou 17% de Tesla. Hein. Et pourtant, c'est un des hommes les plus riches du monde et un des leaders les plus charismatiques du monde. Mark Zuckerberg n'a que 13% de Meta. Hein. Donc, ce n'est pas sa boîte. Aux États-Unis, on a la chance d'avoir les fonds de pension
qui sont extrêmement puissants et extrêmement riches. Et ils investissent. Au Sénégal, on arrive presque à la Caisse de sécurité sociale et la Caisse de dépôt et consignation, qui auraient pu jouer ce rôle. Ils investissent dans l'immobilier, ils investissent dans les assurances et ils investissent dans les obligations. Savez-vous, jeunes entrepreneurs, qui sont vos premiers concurrents? C'est les États. 6,5% d'obligations bons du trésor. Mais les gens mettent l'argent là-bas. Vous voyez qu'ils mettent l'argent où? On vous donne 6 ou 6,5%. L'argent, vous pouvez le récupérer. Aucun risque, parce que c'est garanti par l'État. 6,5% bons du trésor. La Côte d'Ivoire veut lever 500 millions, 100 milliards, bons du trésor de l'État ivoirien. Tout le monde met l'argent là-bas. Les assurances, la Caisse de sécurité sociale, les fonds de garantie, tout le monde met l'argent dans ça. Ou on met l'argent dans de l'immobilier avec des taux de rentabilité de 6 ou de 7%. Et pourtant, la rentabilité dans les startups est énorme. Mais bien sûr, plus elle est énorme, plus le risque est important. C'est tout à fait normal. On n'a pas cette culture du risque dans nos pays. Et c'est ça qui fait que même la BRVM n'est pas très active. Si la Sonatel sort de la BRVM n'existe plus. Donc, vous avez un acteur qui tient toute la chaîne pratiquement de la BRVM, qui représente 40, je pense, de la capitalisation, 30 ou 40% de la capitalisation de la BRVM. C'est énorme. Et donc, voilà les problèmes extrêmement importants que nous devons être capables d'adresser, mais que nous devons expliquer aux gens. Parce que les gens pensent que quand vous levez $1 million, ce n'est pas compliqué. C'est facile. Les gens vont vous donner $1 million. Même s'ils le perdent, ce n'est pas grave. Ils ont un fonds de 1 milliard de 500 millions d'euros. Même s'ils le perdent, ce n'est pas grave. Les fonds d'impact vous diront, je vais gagner ici, je vais faire une plus-value de 25% ici, et je vais perdre peut-être une grosse partie de mes mises. Et après, ils nivellent partout. Donc, il faut avoir cette culture financière parce que capable de comprendre uniquement votre EBE, capable de comprendre uniquement vos agrégats financiers ne suffit pas. Parce qu'à un moment, nos amis les Marguerite et consorts vont vous dire, OK, moi je normalise tout ça. Les 3 dernières années, comment ça s'est passé? Parce que si vous n'avez pas fait votre EBE, que ça s'est bien passé, ils vont vous dire, je normalise tout ça. Mais si vous-même, vous êtes capable de pas de normaliser vous-même, vous êtes mort. Normaliser, ça veut dire que vous avez peut-être fait des investissements en marketing qui sont en bas, qui sont en haut, qu'il faut faire descendre dans le bilan en bas. Donc vous devez être capable d'analyser tout ça. Moi, je n'ai jamais fait de formation finance. Mais j'ai tellement appris avec mon commissaire aux comptes, qui est Deloitte, j'ai tellement appris avec mes conseils, j'ai tellement appris avec mon directeur financier, qu'aujourd'hui, je peux me mettre devant n'importe quelle institution financière et discuter et comprendre ce qu'on est en train de me dire. Et cette culture financière, il faut que les entrepreneurs la développent. Et ça, il faut écouter. Deuxièmement, la gouvernance. Vous allez vous faire rattraper par le PV d'Assemblée générale ou de conseil d'administration que vous n'avez pas fait à telle année lorsqu'on fera la due juridique. Et vous allez passer à côté. Ou bien c'est tellement mal fait que toutes les décisions que vous avez prises après ce PV, en fait, sont annulées. Si quelqu'un attaque votre PV devant un juge, il va dire, mais le PV ne respecte pas cette forme. Où sont les signatures des actionnaires? Où est la feuille de présence? Des petites choses comme ça. Donc tout de suite, vous devez, et ça c'est simple maintenant, ouvrez un classeur et commencez à mettre vos PV d'Assemblée générale, même si vous êtes les seuls à les signer. Signez-les parce que c'est des choses qu'on va vous demander. On va vous demander tout l'historique juridique de l'entreprise. Les PV, le registre de commerce, tout ce que vous avez créé, toutes les phases de modification, préparez-les maintenant. Donc vous vous préparez, M. Diabira l'a dit, moi je me suis préparé pendant plus de 10 ans, en créant ma boîte. L'année qui suit, j'ai pris un commissaire aux comptes. Je faisais 186 millions de chiffre d'affaires, seulement. Mais j'ai pris un commissaire de compte. Vous savez, la première chose qu'il m'a fait faire, c'est de rembourser un abonnement canal de 23 000 francs que j'avais pris au nom de la boîte à titre personnel. Et j'ai gardé cet abonnement jusqu'à présent dans les classeurs de l'entreprise pour montrer que ça, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Il est encore, la feuille est encore dans mon truc et on m'a demandé de rembourser. Et ça, c'est extrêmement important. Et depuis lors, j'ai gardé cette culture, cette transparence et cette culture financière et toute la partie gouvernance. Mais surtout, je pense que je vais te laisser la parole, mais c'est un sujet énorme, c'est un sujet vaste. Quand je fais ça, en général, je prends un samedi, je fais 4 heures de temps avec un entrepreneur où je lui donne beaucoup de temps, je lui explique, mais sur d'autres sujets et tout.
arrêtez d'aller draguer les fonds. Arrêtez. Mais laissez-les venir. Si vous êtes intéressant, si vous faites du business, ils viendront vers vous. Et là, vous faites jouer la concurrence. Mais si vous passez votre temps à suer devant un fonds, à trembler parce que vous avez besoin de cet argent-là, et après vous allez acheter la plus belle Range Rover derrière parce que vous avez besoin de ça, ou déposer la plus belle femme derrière, ainsi de suite. Mais en fait, ça ne sert absolument à rien du tout. Quand vous êtes mature, moi, la première fois qu'un fonds est venu me voir, je ne suis pas allé vers eux. Mais parce qu'ils connaissent le terrain. Ils sont au bureau de mise à niveau, ils sont à la DPME, ils sont partout, ils savent exactement qui est qui. Ne vous inquiétez pas. Hein. Le jour où ils décideront de mettre de l'argent chez vous, ils savent votre père, votre mère, votre background, tout ce que vous avez fait dans la vie, ils savent tout. Et c'est seulement en ce moment-là qu'ils viendront vous voir pour vous dire, est-ce qu'on peut se voir? S'ils font ça, c'est que derrière, ils ont fait toute leur due diligence morale derrière avant de venir vous voir. Le sujet est vaste, Momar. Chaque chose, la gouvernance, les finances, la RSE, puisque nous, on est Advanced Global Compact des Nations Unies, il y a des fonds qui n'investissent que dans des entreprises qui sont aujourd'hui, dans les due deals, vous avez une grosse due deal ESG. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites pour le bien-être, pour les employés, pour les collaborateurs, pour la gouvernance? Qu'est-ce que vous faites dans tout ça? Vous avez des fonds complètement dédiés à ce genre de choses. Identifiez aussi les fonds. Ils ne font pas tous la même chose. Ce ne sont pas tous des fonds généralistes. Certains sont dans l'énergie verte, d'autres sont dans les startups, d'autres dans la tech. Donc, identifiez. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis, entourez-vous, faites-vous préparer. Merci Abdoulaye, masterclass. On a pris des notes, le sac est plein. On va s'arrêter là parce qu'il y a un second panel. Merci à tous. Bravo encore. On va rendre le micro. Merci beaucoup.